Il y a plein de niches comme ça. Pour chacun un micro. Allez, Bonjour micro. micro s'il vous plaît. Hop là. Pardon. Bonjour. Pardon. Oui. Bon, alors on me dit qu'on y va. Alors c'est sympa d'avoir un théâtre dans une version intimiste comme celle-là. Donc bienvenue à tous. Je peux presque vous serrer la main à tous. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais passer dans les rangs. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence consacrée alors à un drôle d'aspect de la liberté. Ça va être comment la société civile, les corps intermédiaires qu'on va définir, finalement, sont des acteurs de notre liberté. Alors, je vous fais une rapide présentation de nos invités du jour. Je vais revenir, évidemment, sur chacun d'entre eux un peu plus dans le détail quand je vais les interviewer. Donc, ils sont tous à ma droite, donc c'est simple. Geneviève Garrigos, qui a notamment été à la tête d'Amnesty International France. Alors de mémoire, c'est 2008, entre 2008 et 2016. Ah, merci. Voilà, donc j'ai bien fait mes devoirs, alors c'est ça. Bon. Évidemment, vous êtes aussi conseillère de Paris, ça c'est votre actualité. Je vais déclarer un conflit d'intérêts. En fait, on s'est croisés une ou deux fois. Mais c'est un tout petit conflit d'intérêts quand j'étais aussi dans le monde des ONG. Et on s'est croisés lors d'un congrès de la CNCDH, alors c'est le Conseil national consultatif des droits de l'homme. Commission nationale consultative des droits de l'homme. Oui. Exactement. Et on s'était vu, évidemment, les sujets de droits de l'homme, on va revenir dans le détail sur le sujet. Comment finalement les ONG, notamment, sont des acteurs de cette liberté. Comment vous êtes finalement... Alors on décrit souvent les ONG, sont-elles utiles, etc. Sont-elles efficaces? On va y revenir et c'est des questions qu'on va se poser. Donc voilà, Geneviève Garrigos, tout d'abord. Édouard Martin au centre. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que Édouard Martin est au centre ou légèrement sur la gauche? Non, c'était une blague, Édouard. On se connaît. C'est géographique. C'est géographique. C'était juste une blague parce que donc c'est Édouard Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui ne connaît pas Édouard Martin dans la salle? Comme on n'est pas très nombreux, voilà. Qui ne connaît pas Édouard Martin dans la salle? Lève la main que je vois. Il y a un doigt levé. Deux. Alors Édouard Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ancien syndicaliste d'ArcelorMittal, qui a été une des figures du combat pour la préservation des hauts fourneaux de Hayange. Parce que si jamais je dis Florange, tu vas m'en vouloir. Tu vas me dire, oh là là, les journalistes, c'est imprécis et tout ça. Ancien député européen et aujourd'hui un acteur de la fédération que Pascal Brice représente. Quelle transition! Parce que tu travailles pour une entreprise qui s'appelle Valo, et tu vas juste me préciser ce que fait Valo et ce que tu fais pour Valo, peut-être, en un instant. Rapidement? Ouais. Oui, je m'occupe de formation et d'insertion pour les personnes éloignées du monde du travail, les bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée. On essaie de leur trouver une sortie positive vers l'emploi. Et donc, ça me fait une transition... On dirait qu'elle a été préparée, cette transition, Pascal Brice. Bonjour à vous, merci d'être là. Donc Pascal Brice, vous êtes à la tête de la Fédération des acteurs de la solidarité. Comme Édouard. Donc voilà. Qui est donc un des acteurs de la solidarité. C'est ça. Dans ce pays. Donc vous avez un parcours diplomatique. Votre carrière est plutôt diplomatique. Vous avez été conseiller aussi de plusieurs ministres. On parlait de M. Lepinsec à l'agriculture. C'était au début de votre carrière, me semble-t-il. Vous avez donc été conseiller diplomatique auprès de plusieurs ministres. Je ne vais pas rentrer dans ce détail tout de suite. Et vous avez aussi été à la tête de l'OFPRA. L'OFPRA, pour ceux donc, qui l'ignorent, aidez-moi un tout petit peu. L'OFPRA, donc, c'est le droit d'asile, mais vous allez me dire ce que vous faites à la tête de cette OFPRA. Alors, j'ai été le directeur général de l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés.
il y a, au moment de ce qu'on a appelé la crise européenne de l'asile, que j'ai eu le plaisir de travailler avec Geneviève dans les fonctions qui étaient alors les siennes. Geneviève qui est aussi une actrice d'ailleurs de l'insertion de la solidarité à Paris. Et donc c'est l'Agence européenne de protection des réfugiés. Française, pardon, de protection des réfugiés. Donc tous les trois, comme par hasard, vous êtes réunis aujourd'hui à Thionville pour parler de liberté. Et donc, avant même de rentrer dans un questionnaire un peu plus individuel qu'on va faire un tout petit peu plus tard, je vous ai donné un petit devoir, des petits devoirs à faire. Et j'ai oublié Geneviève Garrigos, qui n'est pas très bien, mais je sais qu'elle est douée et réactive, etc. etc. Donc elle va m'aider. La pression. La pression. Et donc je vais vous faire terminer, je ne vais pas vous faire commencer, mais évidemment aujourd'hui j'ai envie de savoir, comme vous venez à Thionville dans un festival Politeia qui s'intéresse à la liberté, j'aurais voulu d'abord vous demander quelle est votre définition de la liberté. Et je vais commencer par vous, Pascal Brice, justement, parce que vous êtes dans les libertés. Quand on parle d'exclusion et quand on parle de demande d'asile, quand on parle d'asile, qu'est-ce que c'est la liberté pour vous ? Vous m'avez donné à réfléchir parce que la liberté, c'est l'air que nous respirons. En fait, c'est la définition qui m'est venue rapidement à l'esprit. C'est l'oxygène et c'est l'antidote. Si vous regardez l'état dans lequel se trouve le pays, fragmenté, clivé, traversé par des murs mentaux, culturels, sociaux, économiques. Au fond, la liberté, c'est l'antidote à ce qui, je dois vous le dire, m'inquiète profondément, c'est-à-dire ce pays qui, comme d'autres, c'est pas français exclusivement, on a d'autres pays européens, les États-Unis, d'autres pays, des sociétés qui, comme la nôtre, se cloisonnent, une sorte de collection de citadelles assiégées, ou qui se sentent comme telles. Et au fond, la liberté, c'est cette capacité qu'ont les hommes, les femmes, les enfants à rêver, à imaginer, à inventer, à avancer, y compris dans les plus grandes difficultés. Et donc, l'oxygène. Et l'oxygène, c'est non seulement l'oxygène pour les êtres humains que nous sommes, mais aussi pour la nature. Parce que la liberté, je crois qu'il faut aussi, moi j'essaye en tout cas de la revisiter à l'aune de non seulement du respect dû entre êtres humains, qui est l'essence même, me semble-t-il, de la liberté, mais aussi le respect dû à la nature. Et donc c'est tout cela, donc je crois, au moment où il y a quand même des pulsions d'ordre qui s'expriment très puissamment dans des sociétés comme la nôtre, fragilisées au plan social et culturel, les pulsions d'ordre sont telles qu'il nous faut, je crois, les entendre, y répondre, mais y répondre à partir de la liberté. Merci beaucoup. Édouard Martin, pour vous, quelle est la définition que vous donneriez de la liberté ? Alors, quand la question m'a été posée, je ne sais pas, mécaniquement, j'ai pensé à Moustaki. Mais à l'inverse de lui, je ne trahirais pas la liberté, fût-elle pour une prison d'amour et une belle geôlière. Non, mais plus sérieusement, j'ai envie de dire, pour moi, les libertés, ça représente de manière spontanée, c'est parole et action. Parole et action, parce que voilà, j'ai été éduqué, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai aussi été éduqué dans une famille taiseuse, parce que la parole pouvait être dangereuse, la parole publique pouvait vous conduire à beaucoup de difficultés, voire même pour certains la mort. J'étais éduqué dans cette culture-là, et lorsque j'ai pris conscience que voilà, la liberté aussi d'un être humain, c'est de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il pense, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il pense de la société, c'est quelque chose de fabuleux. La liberté de parler, mais aussi la liberté d'action, on en parlera aussi tout à l'heure. Là, je m'occupe aussi de personnes qui sont en parcours d'insertion, et je me suis rendu compte avec beaucoup d'effroi que ces personnes-là, même si elles vivent dans un pays où elles peuvent s'exprimer, elles ne veulent plus s'exprimer. Parce qu'elles ne savent plus s'exprimer, elles ne savent plus dire, elles n'ont plus de parole pour dire ce qu'elles ressentent. Et je trouve que la première de leur faiblesse, en tout cas, c'est justement de se taire. Et moi, j'ai envie qu'elles parlent de ces personnes-là. Voilà, de manière très, très succincte et comme ça, à l'emporte-pièce. Voilà ce qui me vient en tête immédiatement lorsqu'on évoque le mot liberté.
Liberté, j'écris ton nom. Eh bien, parfait, ça pourrait s'applaudir, ça d'ailleurs. Geneviève Garrigos, à votre tour de vous emparer de ce mot liberté. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors pour moi, c'est le choix. C'est le choix parce que, effectivement, je pense que déjà, en tant que femme et de ma génération, le fait de pouvoir choisir, le fait de décider ce que l'on veut faire, ce que l'on veut dire, où on veut aller, etc., il y a cette notion de choix qui est aussi liée à mon enfance, bien évidemment. Qu'on évoquera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc je n'évoquerai pas pour le moment, mais oui, c'est la question du choix. Avec cette notion qu'il ne suffit pas on ne donne pas la liberté. On devient libre. Parce que choisir, ça veut dire aussi qu'on accepte d'être jugé pour ses choix. Et ça, c'est la partie difficile. Et c'est peut-être encore plus difficile que les contraintes que l'État peut nous imposer. C'est celui de la société dans laquelle on est. C'est-à-dire avoir la force de ses choix. Et comme pour la démocratie, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'il faut des contextes. Et pour que l'individu puisse être libre, il faut qu'il puisse être dans un contexte émancipateur et qu'on lui donne aussi les armes pour sa liberté et pour ses choix. Eh bien, merci beaucoup. Ça nous fait 3 définitions finalement qui s'associent de manière simple et claire. Alors là, c'est le moment où le modérateur se dit bon voilà, c'est un petit moment où il faut que je revienne un petit peu sur le cœur du sujet. On a lancé ce sujet de la liberté. Moi, je suis chargé de lancer ce sujet sur voilà, la société civile, les corps intermédiaires, quelle place dans notre société aujourd'hui. Et donc, je vais prendre juste quelques minutes pour vous redonner un petit cadre à cette conférence. On pourrait d'ailleurs l'aborder de différentes manières. J'ai quelqu'un là à côté de moi qui est une spécialiste des droits humains. Je peux vous définir comme ça, Geneviève ? Spécialiste, en tout cas, je connais bien. Vous connaissez bien les droits humains. Quelqu'un qui a fait un parcours tout à fait particulier, d'ouvrier à donc député européen et au milieu une carrière syndicale et voilà plutôt marquante. Donc là j'ai les droits humains, le représentant des syndicats à proprement parler, c'est Édouard Martin. Pascal Brice, alors Pascal Brice, c'est le rapport, notre rapport finalement à notre prochain d'une certaine manière. C'est celui qui va faire que, eh ben, on laisse personne de côté. On va parler beaucoup d'exclusion et de la manière dont on peut intégrer dans notre société. Est-ce qu'on se donne suffisamment les moyens ou non? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que le moment est favorable pour ça? Ou est-ce que c'était mieux hier? On va en reparler tout à l'heure. Mais je voulais juste rappeler très rapidement que les corps intermédiaires, cette société civile que vous représentez, tout de suite, quand on m'a proposé d'être le modérateur de cette conférence, ça m'a rappelé Nicolas Sarkozy. Alors pardon, mais tout de suite, j'ai pensé à Nicolas Sarkozy. Pardon? Vous cassez l'ambiance. Ouais, mais l'ambiance va revenir. Donc Nicolas Sarkozy, pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy, lui, il a dit assez clairement qu'il voulait être dans un lien direct avec le peuple. Les corps intermédiaires, les syndicats, les associations, etc., si elles pouvaient disparaître, c'était encore mieux. Je vais juste reprendre les propos qu'il a tenus. Voilà, il a dit ça un jour dans un discours, je crois que c'était au milieu de son quinquennat. Les syndicats, les partis, les groupes de pression, les experts, les commentateurs, tout le monde veut parler à la place du peuple sans jamais se soucier de ce que le peuple veut, de ce qu'il pense et de ce qu'il décide. Comme si le peuple n'était pas assez intelligent ou n'était pas assez raisonnable. Voilà la parole du procureur et ce sera à vous de vous défendre tout à l'heure. Alors, juste pour ramener, évidemment, c'est une boutade, mais en même temps, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question de ces corps intermédiaires. Quand on n'est pas dans un syndicat, quand on n'est pas dans une association, des fois on se pose la question, mais voilà, mais qu'est-ce qu'ils font? Quels résultats ont-ils? Quels moyens ont-ils? Alors, je vais juste reprendre quelques catégories justement sur ces corps intermédiaires.
Alors, on retrouve les organisations politico-sociales, les partis politiques, les syndicats, et évidemment les organisations patronales également. Il y a des organisations professionnelles sectorielles, il s'agit aussi des chambres de commerce, d'agriculture, les ordres, quelques ordres des avocats, des notaires, etc. Et évidemment les associations. C'est une liste que j'ai trouvé un article qui intégrait même les journalistes dans ces corps intermédiaires. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, oui, on est sans doute un peu des intermédiaires, souvent décriés, souvent détestés. J'ai été longtemps journaliste, donc évidemment, j'assume très bien le fait d'être décrié aussi. On a sans doute fait des erreurs de notre point de vue. Alors, je reviens un tout petit peu à donc ces corps intermédiaires en France. On dit souvent des syndicats, pardon pour le on, mais on dit souvent des syndicats aujourd'hui qui ne sont plus très utiles. Ils sont de moins en moins nombreux. Il y a une baisse du taux de syndicalisation. Peut-être que l'actualité récente va nous donner tort, d'ailleurs. Alors, je vais parler des associations. Est-ce que les associations sont nombreuses ou pas nombreuses? En France, un rapport du milieu des années 2000 disait qu'il y avait à peu près 1 million d'associations en France. Alors, vous les représentez pas toutes, Pascal Brice, mais quelques-unes quand même. Ensuite, évidemment, donc, ces associations sont placées dans une telle difficulté, notamment financière, qu'elles sont souvent dépendantes de l'État. Ça, c'est une situation de fait qui complexifie un peu nos rapports peut-être aux associations et complexifie le rapport des associations avec l'État. Alors, je reviens sur les ONG. Les ONG en France sont des empêcheurs de tourner en rond, ce sont des rappels à nos principes clés. On trouve évidemment des ONG dans à peu près tous les domaines. Pascal Brice, tout à l'heure, a parlé de son rapport à la nature, par exemple. Il faut défendre aujourd'hui le climat. Qui défend le climat? Est-ce que c'est l'État? Non. Il y a aussi les ONG, évidemment, qui sont en première ligne pour le faire. Les droits humains, c'est pareil. On pourrait croire la question réglée, d'une certaine manière. On a... Évidemment, vous m'avez compris, Geneviève. En fait, j'essaye d'énerver Geneviève Garrigos. Je vais y arriver. Donc, on pourrait croire qu'avec les grandes conventions internationales, par exemple, qui protègent les hommes, qui protègent les enfants, qu'à peu près tout est réglé en matière de droits humains. Je pense que Geneviève Garrigos va nous dire le contraire tout à l'heure. Alors, ce que je voulais commencer par faire, donc, c'est je vais avoir un petit entretien avec chacun d'entre vous, l'un après l'autre. Alors, évidemment, sentez-vous libre d'intervenir, ceux à qui je ne m'adresse pas directement, mais voilà, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun et quel lien il a avec le sujet, évidemment. Je vais commencer par Pascal Brice. J'aurais pu commencer par vous, mais une fois de plus, vous avez un petit peu plus de temps, Geneviève, pour préparer vos réponses. Je vais commencer par Pascal Brice. Pascal Brice. Non, surtout le premier n'est pas mal, je vous laisse plein de temps, comme ça vous aurez plein de temps tout à l'heure. Donc Pascal Brice, vous êtes ici, vous représentez la lutte contre l'exclusion. Ça, c'est évidemment votre, on va dire, votre rôle aujourd'hui, mais vous avez aussi cette casquette qui vous a beaucoup marqué dans votre vie, c'est le rapport à la demande d'asile, à l'asile, à la migration. Et je reviens sur cette liberté d'aller et venir dans un monde globalisé. J'aurais une ou deux questions, puisque l'actualité nous rattrape en la matière. Vous avez été un acteur de ce droit d'asile pendant des années clés. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur une nouvelle loi sur l'asile en France, et j'aurais évidemment une petite question à vous poser là-dessus. Je vous en prie. Non. Voilà. Donc quelqu'un va retrouver ses lunettes. Vous n'avez pas de la peinture ou quelque chose comme ça? Normalement, les gens qui interviennent dans les débats à l'heure actuelle lancent de la peinture. Non. D'accord. Ah oui, c'était très pacifique comme intervention. Alors, donc, lutte contre l'exclusion, c'est ce que je disais, la liberté d'aller et venir dans un monde globalisé et qui, justement, est dans une situation où certains sont contraints de bouger sur cette planète, sont contraints pour des raisons climatiques, pour des raisons
de menaces individuelles, évidemment. On en reparlera avec Geneviève Garrigos et aussi son enfance, avec Édouard Martin tout à l'heure. Évidemment, donc, je voulais juste vous faire présenter peut-être cette fédération des acteurs de la solidarité que vous présidez depuis septembre 2020, je crois. Oui. C'est ça. Juste pour vous aider un tout petit peu, pour vous éviter une énumération, j'ai repris quelques grandes associations qui faisaient partie de cette fédération. Alors évidemment, j'ai retenu la CIMAD, parce que ça fait le lien aussi avec le droit d'asile, mais évidemment, il y a Caritas, il y a aussi Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, le Refuge. Je pourrais continuer. Et vous avez le groupe SOS aussi, Solidarité, c'est ce que je retrouve, un acteur important aujourd'hui de la solidarité en France. Mais je vais vous laisser un peu présenter. Donc peut-être c'est votre rôle déjà, et le poids qu'a cette fédération dans la lutte contre l'exclusion en France. C'est vrai que la Fédération des acteurs de la solidarité rassemble près d'1 millier d'associations, des grandes, vous les avez citées, mais aussi des petites et des moyennes, y compris dans cette région ici, pour la lutte contre la pauvreté et la précarité, que ce soit par l'insertion par l'activité économique, que ce soit pour l'hébergement, l'accueil des femmes victimes de violences, des personnes étrangères. Donc effectivement, vous avez là un ensemble d'associations fédérées qui exercent cette liberté associative, qui est une force de notre pays, dans ce secteur comme dans beaucoup d'autres. Et au fond, vous savez, je vais vous surprendre, mais moi je n'ai rien à redire aux propos de Nicolas Sarkozy. Je partage à 100% ce propos, qui est de dire que le peuple français est assez, je ne sais plus comment, intelligent et raisonnable pour prendre les décisions qu'il convient de prendre, puisque c'est l'essence même de la démocratie et de la République. La question est de savoir comment on procède. J'ai cru comprendre que sa conclusion était plutôt une centralisation personnelle du pouvoir, dans les limites de la Ve République, mais qui porte beaucoup. C'est aussi un propos que l'on entend de la part du président de la République actuel. Et au fond, nous sommes de ce point de vue-là, je le vois bien, dans l'action associative qui est la nôtre à la face, dans un pays étrange. Un pays qui, d'ailleurs la question que nous nous posons ensemble aujourd'hui le montre, a tendance à penser que la liberté est l'apanage de la société civile, alors que notre pays a tendance à laisser une place plutôt réduite à la société civile, à penser que l'État est tout à fait essentiel, ce qui est évidemment vrai. Et donc il y a un rapport de ce point de vue-là entre ce qu'est la société civile dans ses différentes composantes et l'État, qui est très particulier en France. Et je dois vous dire que je crois ce questionnement crucial et même vital dans le moment dans lequel nous nous trouvons. C'est aussi pour ça que j'adhère aux propos de Nicolas Sarkozy, étrangement. Moi, je n'ai jamais été à l'aise avec ce concept de corps intermédiaire. D'abord parce que ça fait très ancien régime. Alors même que je suis né, j'espère mourir dans le culte de l'action syndicale, de l'engagement politique qui ont été les miens et qui resteront les miens. Mais je crois que nous sommes dans une crise, qui n'est pas seulement française, très profonde de notre système politique dans sa capacité à exprimer ce qu'est notre volonté de vivre en commun dans une société, et notamment sous l'angle fondamental de la liberté. Et je crois effectivement que les modes de la délibération politique et démocratique sont en crise extrêmement profonde et qu'il nous faut les réinventer. Et notamment dans une capacité à faire en sorte que ce qui relève de la société civile, les associations, les syndicats, les partis, d'autres formes encore, puissent participer à l'expression de la volonté démocratique des hommes et des femmes de ce pays et avoir une capacité à ce que le système politique apporte ce qui fait qu'on vit ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous la même chose, et donc on trouve des formes de vie en commun. Donc je pense que c'est une question centrale, que la tradition française, qui est toujours de penser que c'est l'État qui va régler tout ça, ne facilite pas toujours les choses, et qu'il est urgent de trouver des solutions en termes de délibération démocratique et de capacité à ce que chacune et chacun dans ce pays prenne sa part de ce qui doit être fait. Alors, comme je ne m'attendais pas tout à fait à cette réponse, je vais vous reposer la question sous une autre forme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
si les membres d'une fédération comme la vôtre et les associations qui la composent n'existaient pas? Dans quel état serait la solidarité en France si la Fondation Abbé Pierre n'existait pas, si Caritas n'existait pas, si toutes les associations qui soutiennent les demandeurs d'asile n'existaient pas? Tout ça pour vous demander finalement, toutes ces associations, elles rendent un service qui est très différent de celui de l'État, mais qui est très complémentaire finalement de celui de l'État. Là encore, on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure et ce que nous définissions tous les trois, chacun et chacune à notre manière, notamment quand Geneviève parlait d'action, Édouard aussi. Ces associations, elles sont à l'action. Et elles sont l'émanation de la liberté, de l'engagement bénévole ou professionnel d'hommes et de femmes dans ce pays. C'est ça l'exercice de la solidarité. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a là à la fois quelque chose d'indispensable, de très précieux, et qui pose question dans le rapport à l'État. C'est là où ça renvoie à une particularité très française. Vous avez des pays comme aux États-Unis où ces formes de solidarité sont prédominantes, parce que l'État est très faible, et les politiques publiques sont relativement faibles. Ça n'est pas le cas en France. Mais du coup, moi je le vis en tant qu'acteur associatif, il y a quelque chose de très compliqué parce que l'État, que je connais bien, parce qu'il se trouve que je suis aussi fonctionnaire, donc, vous voyez, je suis dans une schizophrénie complète. Je suis dans la schizophrénie française, en plein dedans. L'État que je connais bien et que je vénère à bien des égards, comme tout Français et Française, a priori, et surtout comme un fonctionnaire, a un côté très nombriliste, très hors-sol, très bureaucratique, très autocentré, très peu tourné vers ce qui me semble devoir être le rôle central de l'État dans ce pays, au-delà des rôles de protection, de régulation, la politique étrangère, la police, etc., qui est l'accompagnement des dynamiques de la société, associative, syndicale, politique, etc. Et donc ça reste à construire à mes yeux dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fait que les associations, c'est fondamental, l'État les reconnaît et les protège, c'est aussi son rôle, mais ne se met pas assez, à mon sens, notamment dans le domaine social, mais pas seulement, en situation d'accompagner, de faciliter, d'accompagner, et surtout de laisser la liberté s'exprimer, l'inventivité, parce que c'est ça qui est très fort dans le monde associatif, qui a ses défauts. Je ne voudrais pas qu'on croie que le monde associatif est une espèce de parangon, de liberté, etc. La bureaucratie associative, ça existe. Mais il y a là quelque chose qui relève de l'exercice de la liberté, de la capacité d'inventer, et c'est ça qui fait la force des associations dans ce pays, notamment au sein de la FAS. Les travailleurs sociaux, les bénévoles qui inventent tous les jours et qui sont souvent empêchés, y compris par la bureaucratie. Donc il y a là quelque chose qui doit bouger, parce que je vous le dis, moi je pense qu'on est dans un moment de blocage du pays, de blocage de la capacité à vivre ensemble, qui est quand même extrêmement dangereux. Néanmoins, je vous ai bien écouté tout à l'heure, vous me disiez, ben voilà, oui, finalement je suis assez d'accord avec Nicolas Sarkozy. Je ne pensais pas prononcer ce Nicolas Sarkozy autant de fois pendant cette conférence. Il avait cherché. C'est une erreur de débutant que je viens de commettre. En fait, quelqu'un d'autre a dit récemment que la solidarité, ça coûtait un pognon de dingue. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous nous coûtez un pognon de dingue, Pascal Brice? Je pense que ce propos était très hors sol et qu'il y a certaines réponses qui sont presque autant hors sol. C'est-à-dire que... Je m'explique. La solidarité, c'est évidemment une valeur et une réalité centrale de ce pays, de la société, de la République. Bon, elle s'exprime de 1000 manières. Elle relève d'abord de l'État, également d'ailleurs dans son aspect décentralisé, parce que les collectivités locales ont des responsabilités très fortes, et du monde associatif, que ce soit à titre professionnel ou bénévole. Simplement, je vous le dis, je pense que nous sommes dans un moment où la solidarité est plus indispensable que jamais, parce que nous sommes encore une fois dans des clivages dans la société, dans des formes de précarisation qui sont très fortes. Et moi, j'insiste notamment beaucoup en tant que président de la FAS sur le fait que, oui, nous allons vers le plein emploi, parce que économiquement, démographiquement, nous y allons, mais on peut très bien avoir un plein emploi, et c'est plutôt la perspective aujourd'hui, qui s'accompagne de formes de précarité
On sait très bien, Edouard, de quoi on parle, par exemple, dans cette région et dans d'autres. Et donc, ça suppose que l'action pour la solidarité des pouvoirs publics et des associations soit puissante. Mais moi, je ne veux pas me contenter de ça. Pourquoi ? Parce que la solidarité, ça se paye. La solidarité, c'est des hommes et des femmes qui payent par l'impôt. Alors, je pense qu'il y en a certains qui devraient payer plus, ça je le maintiens. Mais nous sommes dans une période où les classes moyennes sont fragilisées, oui, alors qu'elles sont le cœur du financement de la solidarité. Donc, pourquoi je vous réponds de cette manière-là ? Parce que je pense que ce propos était totalement décalé. À vrai dire, assez. Mais a beaucoup marqué tout le monde. Oui, mais parce qu'il appuie là où, dans une société, encore une fois, fragilisée socialement et culturellement. C'est exactement pour ça que je vous soulignais. Qu'est-ce qui se passe ? La logique, c'est une logique d'affrontement et de mise en concurrence des précarités. Exactement. C'est ça que voulait dire l'assistanat, etc. Bon, moi, je redis que tout cela relève de fantasmes. Mais il faut l'affronter. C'est-à-dire que des discours disant non, non, c'est pas vrai, etc. Je suis désolé, les gens vivent des trucs difficiles. Donc il faut s'affronter à ça. Et il faut s'affronter à ça, y compris du point de vue de ce que vivent une partie des classes moyennes, qui aujourd'hui sont fragilisées et qui, du coup, hélas, ont souvent le réflexe, ou parfois le réflexe, de tomber dans la concurrence des précarités. Exactement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dis ce propos était, comme je suis un ancien diplomate, vous l'avez rappelé, je dirais surréaliste et hors sol. Mais je ne peux pas le combattre simplement en disant non, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas vrai, il y a de vraies questions et donc il faut que nous puissions réinventer la solidarité, son exercice, le rapport des associations à l'État, l'exercice plein et entier de la liberté. Moi, j'en ai marre de la bureaucratie. Je suis fonctionnaire, je peux vous dire que les fonctionnaires, ils crèvent de la bureaucratie, ce pays crève entre autres choses de la bureaucratie, du manque aussi de solidarité. Je pense que l'impôt, encore une fois, il y a des gens qui devraient payer plus l'impôt dans ce pays qui ne le font pas. Et donc, il y a vraiment des choses là à retisser et à reconstruire. Donc sans transition. Merci Pascal Brice pour voilà, on vous connaît un tout petit peu mieux maintenant. Je voulais donner la parole maintenant à Françoise Garrigos. Voilà, j'ai dit François, j'ai noté. Voilà. Pourquoi j'ai réussi à... Voilà. Geneviève Garrigos. Je vais le répéter une troisième fois. Geneviève Garrigos, pardon. Donc Françoise. Geneviève Garrigos. Mais je voulais juste vous donner la parole pour pouvoir vous présenter. Vous êtes aujourd'hui celle qui représente la défense des droits humains, les ONG, etc. Comment vous êtes venue donc à ce combat-là ? Vous ne venez absolument pas par hasard à ce combat-là en 2008. Par contre, vous avez une histoire tout à fait particulière liée à votre enfance finalement. Et on en parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai que la question de... Les ONG, donc organisations non gouvernementales, c'est par rapport justement aux organisations gouvernementales que peuvent être, ou en tout cas internationales, etc., comme les Nations Unies et d'autres structures de cette nature. Les ONG de défense des droits humains ne s'inscrivent pas dans la solidarité au sens où justement Pascal en parlait. C'est vraiment dans la question de la défense des droits et de la dignité. C'est tout à fait complémentaire parce que pour moi, il ne peut pas y avoir de solidarité si les personnes n'ont pas accès à leurs droits et ne sont pas traitées dans leur dignité humaine. Et c'est un des gros problèmes de notre société aujourd'hui. Vous y avez été confronté finalement très tôt. Oui, à cette histoire, ce rapport difficile au droit, à une protection minimale. Vous êtes né, je le rappelle, en Algérie, mais vous avez grandi en Argentine. Et peut-être que c'est dans une situation particulière et à une époque particulière de ce pays qui était le temps de la dictature. Oui, oui. Pour moi, la question de l'État et de ce qu'impose l'État est très prégnante dans mon engagement. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc il y a tous les droits humains. Et on sait très bien que en fait, cette déclaration s'impose aux États, mais c'est comme si les États allaient s'imposer eux-mêmes des contraintes. Donc, pour faire respecter, donc pour mettre en avant, il y a besoin des ONG. Et là, sans ces corps intermédiaires que sont les ONG, ça devient très, très difficile parce que l'État ne va pas dénoncer les violations qu'il commet lui-même. Soyons très clairs. Exactement. Et moi, j'ai effectivement grandi dans un pays
où, dès l'âge de 5-6 ans, on était en état d'urgence. Et grandir dans un pays en état d'urgence où il y a régulièrement des coups d'État et où il y a des centaines de personnes qui disparaissent progressivement, où tout est interdit. Bon, pour ceux qui ont vu le film Z, ils se souviennent sûrement, à la fin, il y a la liste de tout ce qui est interdit. La musique, nous on avait les mini-jupes, mais c'était aussi les cheveux longs pour les garçons. Tout est interdit parce que tout est contrôlé et l'État veut entièrement nous contrôler jusqu'à arrêter les gens arbitrairement et les faire disparaître. Et clairement, mon engagement premier, c'est contre ces violations de l'État. Dans le pays où j'ai grandi, il y a eu quand même 30 000 personnes qui ont disparu, qu'on n'a toujours pas retrouvées, puisque... Il y a encore des manifestations, d'ailleurs, place à Buenos Aires, oui, par exemple. Non, mais parce tous les jeudis ou mercredis, je ne sais plus. Tous les jeudis. Place de Mai, à Buenos Aires. Sur Place de Mai, tout simplement parce qu'on prenait les gens qu'on arrêtait, c'était des gens comme moi. Moi, j'ai failli être arrêtée plusieurs fois. Les gens qu'on arrêtait, eh bien, on les torturait, puis après, on les emmenait en hélicoptère, on les jetait à la mer, comme ça, il n'y avait pas de traces. Donc, c'est vrai que pour moi, les lignes rouges dans la vie, c'est les arrestations arbitraires, c'est la torture, c'est ces violations extrêmement graves. Et tout à l'heure, vous parliez justement par rapport à cette phrase de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire le peuple s'exprime. Moi, j'ai été en mission pendant les 8 années où j'étais présidente d'Amnesty. J'ai eu 2 crises très, très graves au niveau mondial. C'est la révolution, puis la guerre en Syrie, et c'est aussi la répression et la dictature, on peut le dire, au Venezuela. Et ces 2 crises qui ont engendré, chacune dans leur sens, plus de 4-5 millions de réfugiés, et c'est comme ça qu'on en est arrivé d'ailleurs à se rencontrer avec Pascal, et des deux côtés. Et c'est vrai qu'on peut se dire le peuple peut parler. Là, je vous rejoins dans cette question de la parole. Moi, quand j'allais en mission, je ne pouvais pas promettre aux gens que j'allais les faire libérer. Je ne pouvais pas leur promettre qu'ils allaient avoir des médicaments. Je ne pouvais rien leur promettre. Et à chaque fois, je leur disais, mais je viens vous rencontrer, mais vous allez me raconter. Et j'étais presque navrée. Et à chaque fois, ils me disaient, vous savez, l'important, on sait très bien que vous ne pouvez pas nous sortir des griffes de ce dictateur, mais l'important pour nous, c'est que vous racontiez notre histoire, que vous soyez notre voix. Et alors, cette notion de la voix des ONG, elle prend un sens tout à fait différent. Alors, vous pouvez me dire, ça, c'est dans les dictatures, mais c'était exactement la même chose quand, ici en France, j'ai travaillé sur le dossier des Roms. Voilà, parce que j'allais dans les campements de Roms. Je ne pouvais pas leur assurer qu'ils n'allaient pas être expulsés le lendemain par Sarkozy. Je ne pouvais pas leur assurer qu'ils auraient des papiers, qu'ils auraient un logement. Je ne pouvais rien leur garantir. Mais le fait qu'une organisation de défense des droits humains vienne les voir, leur dise qu'ils étaient humains, alors qu'on cherchait à les déshumaniser, et c'est ce que fait notre société quand elle veut rejeter des pans entiers. Le fait qu'on leur dise vous êtes des êtres humains avec des droits, vous êtes dignes, on doit s'occuper de vous. Pour eux, c'était déjà énorme. Et c'est là aussi où on voit que ce n'est pas uniquement, comment l'expliquer, c'est pas uniquement ce qu'on peut faire pour les personnes, et c'est en cela que je disais qu'il faut leur donner aussi les moyens de s'émanciper, c'est aussi leur dire vous êtes des sujets de droit, vous êtes des personnes qui ont une dignité, vous pouvez vous battre parce que vous avez le droit de vous battre. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est la même chose avec les syndicalistes, c'est la même chose quand on lutte contre la pauvreté, c'est la même chose à tous les niveaux, c'est vous existez, vous êtes digne, battez-vous parce que vous avez le droit de le faire. Merci pour cette transition, Geneviève Garrigos. Parfaite pour parler de combat. Tu t'appelles Georges, hein, Martin, c'est ça, pardon. Très bien. Je vais. Alors, donc, pour les 2 personnes dans la salle qui ne connaissent pas Édouard Martin, qui peuvent relever le doigt encore que je les. Voilà. Oui. Tu vas me faire rougir, arrête. Oui, non, mais on se connaît trop pour que je te fasse rougir, Édouard. Donc, Édouard Martin, je voulais juste
redire et te faire reparler finalement du point de départ de ton engagement. Et le point de départ de ton engagement, d'une certaine manière, c'est aussi le point de départ de ta vie. Je crois que tous autant qu'on est, notre histoire nous fait basculer à un moment ou à un autre, d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire dans l'engagement ou dans le désespoir, etc. Toi, quand tu pars de Padoue, il y a très 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 longtemps, tu ne sais... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça, à aucun moment tu t'imagines un jour finir, allez, imaginons-le sur une estafette à Florange, en train d'écouter un président de la République dire « Oui, ça va rester là, vous inquiétez pas, les hauts fourneaux vont rester là ». Est-ce que tu peux me parler un peu de ce chemin-là qui est un chemin de migration aussi, hein. C'est aussi pour ça que je propose à Édouard de parler de ce parcours-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la migration est quand même un enjeu extrêmement important. De quoi il est fait ce chemin-là, entre cet Édouard qui part d'une Espagne relativement pauvre, et qui va venir en Lorraine avec son père pour travailler, hein, voilà. Je voudrais que tu me parles de ce chemin-là. Oui, alors parfois j'ai l'impression d'avoir besoin d'être sur un divan, c'est un peu le cas, mais ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, parce que parfois, y compris dans ce que je raconte, je me découvre moi-même, parce que je suis en perpétuel questionnement. Mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a deux faits marquants qui ont eu un impact sur mon engagement. Le premier, tu viens de le citer, c'est la migration. Quand mon père, étant venu seul d'abord, début des années 60, pour travailler dans la sidérurgie, nous, avec ma maman, on était restés dans le sud de l'Espagne, très pauvres et très franquistes surtout. Hein. Et donc, j'avais 8 ans quand je suis arrivé en France, mais j'ai quand même des souvenirs très, très poignants, très marquants, encore, à 59 ans. J'ai toujours ce questionnement, pourquoi les gens, mes voisins, ma famille, mes oncles, mes tantes, frémissaient de la rue lorsqu'ils croisaient une patrouille de la garde civile. Pourquoi ils frémissaient de peur? C'était le silence, Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure en préambule, j'ai été éduqué dans cette culture du silence, la culture du papier peint. Vous savez ce que c'est la culture du papier peint? Il ne faut surtout pas se faire remarquer. Ne rien voir, ne rien entendre, voilà, parce que ça peut être dangereux de se faire remarquer. Il suffit que dans la rue, vous ayez un geste un peu déplacé aux yeux de cette patrouille de garde civile, et bien vous passiez un sale quart d'heure, un mauvais quart d'heure. On ne disparaissait pas comme en Argentine, mais certains ont quand même disparu. Donc voilà, ça plus tard, et ensuite, lorsque nous sommes arrivés en France, mon papa, qui malheureusement ne maîtrisait pas bien la langue de Molière, encore très mal même, je dirais, des fois je l'accompagnais faire des démarches administratives. Et j'ai encore en moi l'humiliation que mon papa subissait parce qu'il ne parlait pas le français, parce qu'il ne comprenait pas ce que l'agent ou communal ou autre, c'est pas pour les incriminer, mais il ne comprenait pas ce qu'il lui expliquait. Et une fois, je me souviens qu'un monsieur, il a pris le dossier, je ne sais pas quel dossier c'était, moi j'avais 9 ans, il lui a balancé comme ça à mon père en disant « Vous reviendrez lorsqu'il sera complété de manière juste ». Donc voilà, et tout ça, et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de la force de la parole, de la force de savoir exprimer un sentiment, une injustice, etc. Ça, c'est le premier fait marquant. Tout ça, ça m'a construit. Le deuxième fait marquant, c'est effectivement lorsque je suis rentré dans le monde de l'entreprise, dans la sidérurgie à l'âge de 18 ans. Et là, pour la petite anecdote, hein, le matin même, quand je commençais à 4 heures du matin, ma mère se réveille avec moi et elle me donne plein de conseils. Et le conseil d'une maman, et surtout d'une maman espagnole qui a vécu le franquiste, surtout tu ne dis rien. Surtout tu ne contestes pas ce que le chef il dit, puisque le chef a toujours raison. Donc pendant plusieurs années, j'avais cette phrase qui me hantait, la phrase de ma mère, le chef a toujours raison. Sauf qu'effectivement, le monde de l'entreprise, c'est aussi un monde de la démocratie sociale. Et le monde syndical, c'est le creuset de la démocratie sociale. Et surtout dans les bastions industriels tels que la sidérurgie, les grands bastions industriels qui ont vécu en France, ça a été ça le creuset de la démocratie sociale. Et c'est là où j'ai compris l'importance d'être dans un collectif pour effectivement mieux faire porter ce que souhaitaient les salariés. Parce que, comme vous le dites,
le rôle aussi d'un dirigeant d'une entreprise, c'est surtout d'isoler, les empêcher de se mettre en collectif, parce que le patron, lui, il comprend tout de suite le danger que peut représenter un collectif. Et effectivement, les salariés pris individuellement, ils ont une espèce de peur face à un dirigeant parce qu'ils n'osent pas revendiquer, ils n'osent pas dire ce qui ne va pas, etc. Et donc, moi, j'ai vécu dans le monde de l'entreprise, ça m'a construit, mais j'ai passé des merveilleux moments, 34 ans quand même dans la sidérurgie, des moments extraordinaires, mais le monde du travail, quel qu'il soit, c'est aussi un monde d'injustice. Et le fait de le dire, de le dénoncer, c'est une chose, mais le fait de s'organiser pour les combattre et pour rectifier ces injustices à travers l'engagement syndical, évidemment, j'ai tout de suite pris conscience que c'était une force et que c'était aussi une manière à moi de pouvoir, entre guillemets, libérer un peu, c'est un peu prétentieux, mais justement, ces salariés qui, par obligation ou par peur, se taisaient. Donc c'est une forme de liberté, je veux dire, qui m'était, entre guillemets, prêtée par le monde du travail pour que je puisse aller plaider la cause du monde du travail auprès des directions. Voilà, c'est peut-être un peu brouillon ce que je dis, mais voilà, quels sont les deux événements? Parce que le monde syndical, après, j'imagine un peu la question qui va m'être posée après, mais le monde syndical, au-delà même d'être les défenseurs des droits des travailleurs, ça va au-delà. L'histoire du monde syndical en général a aidé quand même la démocratie dans beaucoup de pays. Je pense au Brésil, je pense à la Tunisie, je pense à la Pologne, le rôle du monde syndical lors des événements de Solidarność. Bon, malheureusement, ils ont mal tourné depuis, mais bon, bref, ça a été quand même fort. La Palestine, le monde syndical a aidé, avec les syndicats d'Israël, ont aidé les travailleurs palestiniens à rédiger leur code du travail. Enfin bref, voilà, je veux dire, le monde syndical ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et puis l'autre force aussi de la société organisée dans le monde du travail, malheureusement, l'ubérisation de l'économie fait qu'aujourd'hui tout ça se perd, se délite. Ouais. C'est que lorsque nous traversions le portier de l'usine, il n'y avait plus de blancs, il n'y avait plus de noirs, il n'y avait plus de maghrébins, il n'y avait plus d'espagnols, il n'y avait plus d'italiens, il n'y avait que des travailleurs solidaires entre eux en défendant une même cause. Et ça, c'est tout ça qui m'a forgé et ce qui fait que, voilà, j'ai presque envie de dire, c'est vraiment le cri de la liberté par excellence, en tout cas pour moi. Et en même temps, oui, on pourrait, je crois que je pourrais signer aussi pour ça. En même temps, votre nom finalement est resté associé à une sorte d'échec, malgré tout, de défaite d'une certaine manière, celle du renoncement d'une certaine manière du politique face au pouvoir économique. Évidemment, on ne va pas relancer le débat sur est-ce que finalement la décision qui a été prise de fermer les hauts fourneaux était une bonne ou une mauvaise décision, une bonne ou une mauvaise solution. L'idée n'est pas de reprendre ce débat-là. Mais par contre, ce que je me demande, c'est face à la décision donc d'un pouvoir politique de laisser la décision finale à un géant de l'économie, quelles leçons on en tire de ça? Parce que vous vous êtes battu pendant plusieurs années d'ailleurs, notamment, et on le sait, il y a eu une sorte de grand espoir quand François Hollande est devenu président, c'est-à-dire que l'histoire qui était toute tracée pouvait peut-être avoir une fin un peu différente de celle qui était prévue par le groupe ArcelorMittal, qui était de fermer cette unité, qui faisait de ce site un lieu de production intégrée et autonome de l'acier si symbolique de la région. Quelles leçons vous avez tirées de ça? C'est-à-dire, est-ce que tout est à peu près perdu d'avance d'une certaine manière, malgré l'engagement qui a été le vôtre, pas uniquement le vôtre, mais de tous les syndicats et même au-delà du peuple d'une certaine manière? On a beaucoup réagi à ça. Voilà, ça se termine par une défaite quand même. C'est dur. Oui, alors il y aurait beaucoup à dire, hein, et surtout, alors pas que moi, mais je fais partie de ceux quand même qui,
j'en ai pris pour mon grade, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'on ait fait, mais je l'ai pris pour mon grade. Alors avec les copains, et tu as raison de le souligner, j'étais pas tout seul, hein, on était quand même quelques-uns. J'ai presque envie de dire que le noyau dur, ce qu'on appelait les Gaulois réfractaires, on était à peu près une cinquantaine sur à peu près 3000 salariés à Florange. Ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais une bonne partie des salariés qui aujourd'hui, certains nous jettent la pierre à nous, qui avons essayé, sont restés au balcon pendant tout le conflit, quoi, hein, à observer, à être des spectateurs de leur vie. Justement, le monde syndical, c'était aussi, je voulais être acteur de ma propre vie professionnelle. Comme l'a dit Pascal Brice, hein, l'action, ça reste la clé. Hein. Exactement. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit la parole et l'action. Exactement. La parole et l'action. Donc là, on est dans l'action. Bref. Et j'ai même écrit un livre avec une journaliste là-dessus, on lâche rien, et je me souviens encore très bien de la conclusion, c'est de dire les politiques en général, les élus, et c'est encore une fois, c'est pas pour accabler, parce que j'aime beaucoup la chose publique, et j'aime beaucoup la politique dans le sens noble du terme, je veux dire, on sera vraiment fort lorsqu'on prendra tous individuellement conscience de ce qu'est la force collective. Et le jour où chaque individu, autant que nous sommes, on sera vraiment des acteurs à part entière de la vie de ce pays-là, peut-être que les politiques auront, entre guillemets, nous craindront un peu plus. Pas dans la peur, mais pour dire quoi, tout simplement, c'est que 2 ans de lutte, 2 ans, ça a démarré en septembre 2011, ça s'est terminé fin juillet 2013. 2 ans de lutte. Matin, midi et soir, samedi, dimanche, été comme hiver. Moi, je me souviens, il y a eu l'hiver de mémoire, ça devait être l'hiver 2012-2013. On dormait dehors, il a fait moins 18. On était sur des lits de camp à la belle étoile, entre guillemets. Les couvertures, elles étaient dures comme une planche de bois, tellement ça, je les fais. Bref, ça, c'est anecdotique. Et ce qu'il faut mettre en perspective, et ça, malheureusement, le grand public ne le sait peut-être pas, parce que beaucoup nous reprochent tout ça pour ça. Effectivement, les hauts fourneaux... C'était ma question, en fait. Voilà. Tout ça pour ça. Exactement. Les hauts fourneaux ont quand même, malgré tout, fini par fermer. Mais parce qu'on a été trahis par les décideurs politiques, en réalité. Hein, parce qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout de leur logique. Ils n'ont pas osé aller au bout de leur logique. Moi, je suis toujours stupéfait, c'est que ces candidats-là, enfin, lorsqu'ils sont candidats, quelle que soit la couleur politique, ils montrent leurs muscles. Votez pour moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils viennent voir les syndicats pour dire emmenez les gens avec vous pour voter pour moi. Mais attendez, à un moment donné, Florange était devenu le lourd de la campagne électorale. Hein. Exactement. Il n'y avait pas un candidat qui ne pouvait pas ne pas venir à Florange se faire photographier en serrant la main des travailleurs en lutte. Voilà, donc on était le lourd de passage obligé. Ils sont tous passés, hein, sans exception. Il y en a un, effectivement, qui a eu l'idée de monter sur la camionnette, mais ils sont tous passés, tous sans exception. Bref, mais tout ça pour dire, c'est que moi, j'avais une vision un peu plus... J'avais une vision à 180 degrés du dossier de Florange, parce que je siégeais au comité d'entreprise européen à Luxembourg. Et donc, au moment où la décision était prise, elle est tombée, la question qui était posée, mais quels sont les investissements que vous prévoyez pour Florange? La réponse a été cinglante de la part de Lakshmi Mittal, le patron, le boss en personne. Je ne mettrai pas un iota à Florange. Pas un iota à Florange. Donc ça veut dire que Florange, industriellement dans la tête des actionnaires, notamment de Lakshmi Mittal, dans sa tête, c'est tout le site de Florange qui était rayé. Il ne devait rester que la ligne de galvanisation. C'est à peu près, bon an, mal an, 350 salariés, au mieux. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé à Liège. Regardez ce qui s'est passé à Liège. À Liège, il n'y a pas que les hauts fourneaux qui ont fermé. Il y a tout qui a fermé. Il ne reste plus qu'une ligne de lamineur à froid. Ils doivent être 500 salariés. Ben, c'est exactement la même chose qui était destinée pour Florange. Alors après, il y a l'histoire du verre à moitié vide ou moitié plein. Voilà, la lutte syndicale a eu des conséquences. A quand même permis d'avoir un investissement de 330 millions d'euros. On a rénové l'ensemble des outils industriels, le lamineur à chaud. D'ailleurs, ceci étant dit, avant même que la décision soit prise, nous, les organisations syndicales, nous avions estimé, avec l'aide des ingénieurs, des techniciens, hein, de ceux qui savaient vraiment chiffrer quel était le coût des investissements, on avait chiffré les besoins d'investissement pour rendre le site compétitif à hauteur de 350 millions d'euros. Vous voyez, comme quoi on sait à peu près compter, quoi. Donc, 2 ans après, malgré le fait que les hauts fourneaux aient été définitivement condamnés,
chèque de 330 millions d'euros d'investissement, où on a rénové l'ensemble des outils, on a refait une deuxième ligne d'acier galvanisé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acier qui sert à construire notamment les carrosseries automobiles. Et c'est un peu aussi le projet qu'avait Bernard Serin. Bernard Serin était celui qui s'était proposé à reprendre le site. Et effectivement, dans son business plan qu'il nous avait présenté, il disait, moi, si jamais je reprends Florange, la priorité, c'est de faire une deuxième ligne de galvanisation parce que l'Europe ne produit pas suffisamment de tôle de galvanisé. Tout ça pour dire que, effectivement, la société civile que nous sommes toujours, les corps intermédiaires que nous sommes, c'était surtout, c'était pas de dire, non, rien ne doit bouger. Parce que le site de Florange, ce n'était pas un site qui perdait de l'argent. Non, c'est ça. Vous savez, si c'était un site qui perdait de l'argent année après année, où personne ne voulait de notre produit, etc., la fermeture d'une usine, ça fait mal, évidemment, économiquement, socialement parlant. Mais si nous-mêmes, on se rend compte que ce qu'on fait, c'est entre guillemets, passe mon expression, c'est de la merde, on peut comprendre que le patron décide à un moment donné de fermer le site. Or, ce n'était pas le cas. C'est que Mittal voulait gagner encore plus d'argent, optimiser ses gains, et le fait est que la production d'acier ne se fait plus à Florange, elle a été délocalisée. Non pas en Chine, non pas à Taïwan, non pas en Russie, elle a été délocalisée à Dunkerque. Donc voilà, aujourd'hui, on fait venir à peu près, bon an, mal an, 3 millions de tonnes d'acier transformé par voie maritime ou par train depuis Dunkerque. Et Florange ne fait que de les transformer. Donc ceci étant dit, il reste encore 2200 travailleurs. C'est ça, on a maintenu un site et la lutte syndicale a porté ses fruits. Donc le site ArcelorMittal de Florange, c'est plus de 2200 salariés. C'est moins qu'à l'époque, bien sûr. Voilà. Et à la fin de l'histoire, malgré tout, on finit par vous traiter de traître quand vous vous engagez en politique pour aller faire de la politique au niveau européen et défendre quoi? La protection de l'industrie européenne face à la concurrence Chine chinoise. Et voilà. Alors là aussi, c'est un mal. Alors, je ne sais pas si c'est un mal franco-français, parce que moi, je suis très, très, très français dans mon raisonnement et dans ma culture, hein, même si je suis né en Espagne. Hein. Mais on adore mettre les gens dans les cases. Et en France, en tout cas dans ce que j'ai entendu, de ce que je vois, lorsque vous êtes dans la case ouvrier, ben vous devez rester ouvrier. Voilà, vous devez rester ouvrier. Si un ouvrier sort de sa case d'ouvrier, il va faire autre chose, ben c'est un traître. Alors, on va remettre aussi les choses dans le contexte, parce qu'effectivement, ce terme-là, je l'ai entendu et je l'entends encore parfois. Je rappelle, le conflit se termine. On était une petite quinzaine en juillet 2013. Petite quinzaine, donc je ne sais pas où étaient les 2972 autres. Une petite quinzaine, il y avait parfois plus de flics que de manifestants à bloquer l'usine. Bon, bref. Et donc on s'est dit, on va quand même capitaliser ce qu'on a obtenu. Ce qu'on a obtenu, c'est 0 licenciement, les 330 millions d'euros d'investissement, etc. J'en passe les meilleurs. Et ensuite, il y avait les 600 et quelques personnes dont l'emploi a été supprimé, les personnes qui bossaient ce qu'on appelle la filière liquide, l'agglomération, pas la coquerie parce qu'elle est restée après, les hauts fourneaux, la scierie, la coulée continue. Et donc, moi, je siégeais de la commission de suivi pour reclasser et trouver un point de chute à chacun d'entre eux. À chacun d'entre eux. Lorsque j'ai quitté ma fonction syndicale, lorsque j'ai quitté l'entreprise pour m'engager de la campagne électorale en 2014, tous les salariés, je veux bien tous les salariés, sans exception, avaient été reclassés. Un poste fixe, sans perte de salaire. Donc, entre guillemets, je suis parti l'esprit tranquille de ce côté-là. Alors, effectivement, après, je me suis engagé en politique pour défendre l'industrie et le monde du travail. Alors après, certains me disaient, ouais, voilà, depuis qu'il est député européen, c'est bizarre, Edouard Martin, on ne le voit plus. On ne le voit plus à la télé, on ne le voit plus dans les médias. Et je me souviens qu'une fois, il y en a un, il m'a tellement gonflé, passez-moi l'expression, mais on ne vous voit plus, c'est bizarre, vous êtes député européen, vous êtes bien tranquille à Strasbourg, on ne vous voit plus à la télé. J'ai dit, écoutez, le jour que je serai patron d'une chaîne de télé, vous me verrez tous les jours à la télé. Parce que si je suis à Strasbourg, je suis élu député européen, c'est pour faire mon boulot de député européen. Ce n'est pas pour faire le guignol, entre guillemets, sur tous les plateaux. Et à la fin de la fin, l'Europe va vous donner raison. Pardon d'aller à la conclusion, Édouard, mais à la fin de la fin, l'Europe, quelques années plus tard, deux conclusions. Deux dossiers chauds sur lesquels je me suis battu et j'ai pris la tête de la bataille politique au niveau du Parlement européen. C'est le fait d'imposer aux importations d'acier chinois l'ajustement carbone aux frontières, parce qu'ils étaient exonérés de la taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire que nous, les industriels européens, on devait payer le droit à polluer, ce qui est normal, là-dessus c'est normal,
pollueur-payeur là-dessus, mais sauf les Chinois. Et donc ça y est, Madame von der Leyen va enfin le mettre en place, alors que je l'ai fait voter en 2015. En 2015, j'en ai pris plein la gueule aussi. Donc une victoire. Édouard Martin, c'est un gaucho, c'est un syndicaliste, c'est un anti, enfin bref. Et deuxième victoire, le fait que la Commission européenne, M. Juncker, voulait reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine. Et je me suis battu, j'ai réussi à fédérer une majorité de députés européens et on a empêché à la Chine d'obtenir le statut d'économie de marché. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'obtenir le statut d'économie de marché, c'est-à-dire que l'Europe aurait reconnu que l'économie chinoise était une économie libre et non faussée. Alors on est déjà suffisamment noyé de produits chinois, mais là ça aurait été un tsunami de produits chinois. Donc là il reste malgré tout des droits de douane qui sont imposés à la Chine. Voilà quels sont les deux combats que Édouard Martin a menés et je les ai gagnés. Voilà. Je vous laisse réagir, Geneviève Garrigos. Oui, et justement, je rebondis sur la Chine, parce que l'économie de marché, on aurait été envahi de produits chinois. Mais là, permettez-moi de dire aussi que c'est là où, bon, à un autre niveau, les ONG on agit. C'est que par rapport à la Chine, aujourd'hui, il y a quand même la question des Ouïghours. Il y a un génocide en cours, que 80 ou 90% du coton mondial est produit dans le Xinjiang, qu'il y a des camps de travail, et que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas rentré. Et là aussi, on voit le rôle de la société civile, parce que qui fait les enquêtes pour définir quelles sont les marques aujourd'hui qui fabriquent dans le Xinjiang, dans les camps de travail où sont exploités les Ouïghours. Et il y a, bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui concerne le génocide ouïghour, mais c'est absolument épouvantable. Et donc, ce sont les ONG qui vont chercher quelles sont les entreprises qui fabriquent, parce qu'il y a la loi sur la responsabilité des entreprises, mais l'État ne fait rien par rapport à ça, il ne vérifie pas. Et donc, il faut une société civile qui trouve les moyens. Et là, on est dans des moyens indépendants, parce que contrairement à tout ce qui va être la solidarité, où il y a quand même une façon de... L'État finance aussi, parce que il délègue certaines normalement de ce qui devrait être de l'État par rapport à la redistribution, par rapport à la sortie de la précarité. Là, quand il s'agit d'enquêter sur les violations qui soient commises par lui ou qu'il tolère finalement en négociant avec d'autres, il ne donne pas d'argent, hein. Donc, donc ça, c'est de l'autofinancement entre parenthèses, sinon on aurait la pression. Et c'est vrai que c'est des dossiers très forts sur lesquels on se bat aujourd'hui. Et là, c'est en train de revenir. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec le Congrès mondial ouïghour. Je suis en train de travailler aussi avec la CFDT. Et comme on l'a fait, par exemple, sur le Venezuela, on passe par l'OIT pour revenir via les droits des travailleurs pour condamner et agir au niveau des entreprises comme levier pour lutter contre les dictatures. Donc, vous voyez, tout ça s'imbrique en utilisant les différentes structures, les différentes ressources, mais pour faire avancer la liberté. Très bien, ça pourrait presque être une phrase de conclusion. Je vais... Alors, pas tout à fait, parce que je vais laisser... Mais on va conclure quand même relativement rapidement, puisqu'il faut qu'on laisse un tout petit peu de temps aux questions de la salle. Donc, ce que je voulais... peut-être un mot quand même, je vous avais promis de vous poser la question tout à l'heure, Pascal Brice. Oui, reprenez votre micro. On est dans un moment où les migrations, c'est un sujet important actuellement. On a une loi qui arrive bientôt, qui va sans doute, dont le but va être de réguler un peu plus donc l'immigration en France. Je voulais avoir votre sentiment dans le moment qu'on vit actuellement. Comment vous voyez cette situation, notre rapport à la migration finalement ? Pourquoi faut-il se battre ? Est-ce qu'il faut se battre pour mieux protéger ceux qui demandent l'asile ? Faut-il refermer les frontières d'une certaine manière, puisque certains disent qu'on subit une vague migratoire ? Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus ? Ou alors il faut avoir l'esprit peut-être un petit peu plus ouvert et se dire que si aujourd'hui on considère qu'on vit une vague migratoire, qu'est-ce qu'on va vivre dans 20 ans quand la crise climatique montrera ses pleines conséquences ? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez, comme c'est le cas, je crois, dans la société française et dans un certain nombre de sociétés développées, mais pas seulement d'ailleurs, hein, de lourdes fragilités sociales et culturelles, parce qu'il y a la mondialisation, voilà, tout ce que
les salariés de la sidérurgie en France ont vécu. Historiquement, dans des moments comme ça, la question de la place des étrangers, c'est toujours un truc, c'est de l'huile sur le feu de la crise sociale et culturelle. Bon. Donc, c'est ce que nous vivons en France depuis 40 ans, mais pas seulement en France. Hein. Bon. Donc, dans ce cas-là, il y a en plus des gens qui savent très bien instrumentaliser tout ça. Je fais un dessin à personne, il y a toutes sortes d'instrumentalisations, on utilise ça, on remet de l'huile sur le feu, machin, etc. Bon. Donc, c'est une question, c'est ça à mes yeux souvent le paradoxe, c'est-à-dire que cette question des étrangers en France, elle devrait être marginale en termes de nombre, parce qu'en fait, on sait qu'on a à peu près, ça augmente, mais ça augmente tranquillement, il n'y a rien de... Voilà, puis en soi, ce n'est pas un problème. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui travaille la société. C'est pour ça que moi, je ne suis pas de celles et ceux qui pensent qu'il ne faut pas en parler. Non, il y a quelque chose qui travaille la société. Bon. Et donc, il faut y aller, il faut affronter ça. Mais alors, comment ? Ce que je constate depuis 30 ou 40 ans, c'est que les gouvernements successifs, alors avec des différences, hein, mais l'abordent d'une manière que moi je juge de plus en plus irresponsable. C'est-à-dire qu'on est soit dans le laisser-faire, c'est-à-dire qu'on une espèce de tendance à tout faire pour essayer d'empêcher les gens de venir, avec des politiques très dissuasives qui multiplient pour le coup exactement ce que ton papa a vécu dans les guichets des préfectures, où tout le monde paye le prix de ça, hein, c'est-à-dire non seulement les personnes étrangères, les bénévoles, les travailleurs sociaux des associations, mais même les fonctionnaires dans les préfectures, hein, c'est-à-dire que tout le monde paye le prix de ça. Hein. Bon. Et donc on a des politiques comme ça qui pourrissent la vie des gens. Conséquence, on porte atteinte à la dignité des étrangers, on met les professionnels et bénévoles des associations, et Geneviève sait très bien de quoi je parle pour l'avoir vécu aussi dans des impasses, et on crée du désordre. Je disais tout à l'heure, moi quand j'étais directeur de l'OFPRA, je suis venu régulièrement à Metz. Je pense que Blida, ça dit quelque chose aux gens. Vous connaissez bien le camp de Blida, forcément. Voilà, Blida, j'y suis allé 2-3 fois. Il y avait la même chose chez moi à Nantes, il y avait la même chose à Paris. Il ne faut pas s'étonner qu'après, les riverains finissent par avoir des réflexes bizarres. Hein, bon. Donc ces politiques, elles sont pour moi irresponsables. Et donc je me bats avec d'autres depuis un moment pour qu'on puisse enfin changer d'approche sur ces questions-là. Moi, je maintiens qu'il faut être lucide sur l'état de la société, c'est-à-dire que les migrations sont une réalité, c'est une exigence républicaine pour les personnes persécutées, c'est aussi des besoins dans les entreprises, alors qui sont criants, c'est-à-dire maintenant, on ne peut plus aller dans une entreprise sans qu'on vous dise « je ne peux pas, il me faut des gens », etc. Bon, donc, soit ce pays est suicidaire au plan économique, soit il finit par faire en sorte que des personnes puissent venir travailler, mais de manière organisée. Parce qu'encore une fois, sinon, on alimente cette crise et cette sensation qu'au fond, tout nous échappe et qu'on n'arrive plus à organiser les choses. Donc, dans ce contexte-là, ce projet de loi, puisque c'était votre question, Alain, on s'en serait bien passé. Je ne suis pas rassuré, vu l'état du débat public et l'incapacité que je juge désormais définitive et fatale de ce système politique à trouver des solutions, et je mets tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il n'y a pas un politique aujourd'hui dans ce pays qui soit capable, pas un appareil, je dis, pas politique, mais pas un appareil politique qui soit capable de sortir de ces formes d'éructation dans tous les sens. Donc je ne suis pas rassuré. Quand je regarde, il y a quand même un aspect que, en tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, je pousse beaucoup dans ce projet de loi, c'est l'accès au travail. Puisqu'il y a des propositions, et je pense que c'est insuffisant, il faut aller plus loin, mais que pour que les gens puissent accéder au travail et de manière à ce qu'on essaye de... Mais il faut changer de logique. La logique des politiques migratoires en France depuis 40 ans, c'est le principe, c'est non, et l'exception, c'est oui. Je propose que nous changions de logique. Le principe, c'est oui, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être protégés, parce qu'ils sont persécutés, et parfois c'est non, mais quand c'est non, c'est vraiment non. Et quand c'est oui, c'est vraiment oui. Et c'est le principe, c'est-à-dire qu'on accueille et on sait très bien le faire dans ce pays. Donc voilà. Mais tout ça, ça relève d'une capacité collective à mettre en place, là encore, des formes de délibération démocratique qui sont en panne dans ce pays. Donc l'urgence pour chacun et chacune d'entre nous, c'est de s'engager, me semble-t-il, pour restaurer des espaces de cette nature et trouver des solutions que, bah voilà, il suffit d'être tranquille, de se dire, bah voilà, les gens ne se réveillent pas tous les matins en se disant l'immigration, mais en même temps, il y a des gens qui se posent des questions, bah, on peut trouver des solutions, quoi. Geneviève Garrigos, vous voulez réagir? Oui, moi je voudrais rappeler aussi ce qu'est l'immigration et ce qu'a été l'immigration européenne. Et je m'en sers rarement, mais c'est mon histoire. Moi, la famille de ma mère était italienne,
mes grands-parents ont fui Mussolini pour aller au Maroc. La famille de mon père est espagnole. Vous voyez déjà, j'ai pas de français. Hein. Et eux, ils ont fui l'Espagne à la fin du 19e, leurs grands-parents, mes arrière-grands-parents, des deux côtés, ou au début du XXe siècle, en barque de pêcheurs pour aller en Algérie. En Algérie. Et c'était barque de pêcheurs. Moi, j'ai l'image, quand on me racontait mon arrière-grand-mère... Le sens inverse d'aujourd'hui. Mon arrière-grand-mère qui avait ma grand-mère qui avait quelques mois dans ses bras dans une barque de pêcheurs pour aller en Algérie. Voilà. Ensuite, il y a eu moi, je suis née, mais il y a eu la guerre d'Algérie. Mes parents sont partis en Argentine. En Argentine, au bout de X années, j'ai 18 ans, c'est la dictature. Et qu'est-ce que je fais? Je viens vers l'Europe. Et vous regardez les pays d'Amérique latine, c'est des histoires comme la mienne, il y en a plein. Et l'humanité, c'est ça. L'humanité, c'est l'immigration. Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres humains. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on déshumanise dans ce pays les migrants. C'est-à-dire que comme les Roms, quand on voit... Autant j'étais choquée quand on voyait les images de camps de Rome avec ce que j'appelle moi les Robocop au petit matin qui viennent avec les bulldozers raser les camps de Rome. J'ai été moult fois, et notamment avec la CNCDH à Calais, et j'ai vu ce qu'on appelait la jungle, et ce qui était un campement. Et dans ce campement, il y avait des solidarités qui se recréaient, il y avait des espaces de vie, il y avait, bien sûr qu'il y avait aussi de la délinquance, bien sûr qu'il y avait aussi de la violence, mais cette violence, elle était organisée parce que les passeurs et parce qu'on interdit les mouvements. Et à chaque fois, on déshumanise parce que comme ça, on exploite mieux. Parce que voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et là où j'attire l'attention, c'est que cette déshumanisation, attention, parce que quand on parle de réchauffement climatique, aujourd'hui, tout le monde a l'impression que la moitié de la planète va venir en France. D'accord ? Mais attends. La France aussi, elle va être touchée par le réchauffement climatique. On voit bien l'érosion des côtes, on voit bien les transformations. Qui nous dit que dans 30 ans, les Français ne seront pas obligés d'aller ailleurs pour pouvoir manger? Qui nous dit qu'on ne sera pas, nous, forcés de prendre des bateaux pour migrer, je ne sais pas moi, en Scandinavie ou ailleurs? Et on a toujours cette vision que nous, on va être... Vous voyez, je dis nous en plus. Hein, nous, on va être envahis. Mais est-ce que... Et c'est là aussi où je pense que les associations ont un rôle majeur. Et moi, contrairement à Pascal, j'aime pas trop quand on supprime les corps intermédiaires, mais parce que je viens de pays de dictature où les populistes éliminent tous ceux qui sont au milieu, comme ça, eux, parce qu'à la fin, c'est eux le peuple. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils écoutent mieux le peuple. Mais il y a cette notion de nous, on est là. Et on alerte, et on dit, et on dénonce. Alors, on ne nous écoute pas toujours, et je suis d'accord. Moi, quand j'ai œuvré, et on a milité comme vraiment beaucoup par rapport, par exemple, à l'état d'urgence suite aux attentats, bon, sur les lois sur la surveillance, parce que ça entrave les droits, parce qu'on nous fait croire que pour avoir plus de sécurité, on va supprimer des droits. C'est là aussi où on nous maltraite beaucoup dans les discours. Bon, à chaque fois, mais il faut qu'on soit là pour rappeler ce que sont les libertés, ce que sont les droits, ce qu'est la dignité. Parce que si nous, on ne porte plus ces discours, eh bien, à la fin, je veux dire... ce sera, c'est les multinationales qui vont décider. Ce sera qui, voilà, qui. Eh bien, ce serait une excellente conclusion à notre débat. Merci Geneviève pour cette conclusion. On arrive à 10 minutes avant la fin de notre échange. Je voulais proposer à ceux qui ont des questions de les poser maintenant, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions dans la salle ? La première est toujours plus difficile. Merci beaucoup. Quelqu'un peut passer un micro? Ah, super. Merci beaucoup. Et, pardon, il y avait une autre question. Ah, là aussi. Très bien. Voilà. On aura le temps, évidemment. Oui, ça va être assez rapide. Merci de vos propos à tous les trois que je partage, qui sont vraiment intéressants. J'ai envie de poser la question, est-ce que... Enfin, on a parlé des corps intermédiaires, on a parlé de la société, mais la société, c'est les corps intermédiaires, mais ça a été dit, ce sont des citoyens. La société, ce sont des citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui tient le tissu social, vous avez posé tout à l'heure la question, si on n'avait pas aujourd'hui toutes ces associations dans notre société, dans quel état serions-nous? Et ça, c'est une question qui revient régulièrement. Moi, j'ai envie de dire la liberté, on est quand même sur une conférence autour de la liberté. Je trouve qu'aujourd'hui,
la richesse de ces corps intermédiaires, de ces syndicats, de ce monde associatif, elle tient à la liberté des individus, des citoyens qui acceptent de s'engager pour des actions très concrètes, souvent dans la proximité, et ne délèguent pas, entre guillemets, leur liberté à l'État pour laisser l'État finalement organiser une solidarité ou une fraternité, comme on l'a dans notre devise républicaine, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est extrêmement fragilisée et qu'elle ne fonctionne pas. Merci. Donc c'était juste un point de vue. Merci pour votre point de vue, madame. Donc peut-être, madame là-bas, oui, s'il vous plaît. Merci. Ben moi, je voulais savoir, en fait, par rapport aux jeunes, aujourd'hui, la relève, est-ce qu'ils s'investissent dans les corps intermédiaires qui sont formés, comme les syndicats, les ONG, ou alors c'est plus en collectif, sur une action donc voilà, c'était... C'est une très bonne question. Ma question. Merci beaucoup. Qui veut essayer de le poser? Alors, Pascal, et après Édouard et Geneviève. Oui, parce que je trouve que, merci mesdames, parce que les 2 points me permettent aussi de revenir sur ce que tu disais, Geneviève, à propos des corps intermédiaires. Je voudrais peut-être y revenir en écho à ce que vous dites. Évidemment, je suis de celles et ceux qui pensent qu'une société qui fonctionne de manière saine, c'est-à-dire où tout simplement la délibération existe, où les points de vue s'expriment, la liberté est là, puis à un moment on se dit, bon bah voilà, on a des principes et des réalités de liberté, d'égalité, de fraternité qui font que bah voilà, on prend des décisions collectives et tout va bien. Bon. Dans ces sociétés-là, effectivement, les corps intermédiaires sont, je dirais, en pleine vitalité. Donc je suis, moi, bien sûr, très attaché aux corps intermédiaires. Sauf que pour moi, la question aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. Et je reviens, vraiment, je suis votre propos, madame, et je pense que ça concerne notamment les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la problématique politique centrale de la société française, c'est pas de faire en sorte que le président de la République accepte de parler à la CFDT. Je suis de ceux qui pensent qu'il aurait dû faire ça depuis longtemps. Mais c'est que les femmes et les hommes de ce pays fassent ce que vous dites, madame. C'est-à-dire que ce qu'ils font là, dans la proximité, dans leur famille, dans leur vie, dans le quartier, dans la rue, dans l'association, dans le syndicat, dans le parti, qu'ils acceptent et qu'ils soient en situation de le faire collectivement pour construire ce qui fait cette société. Donc pour moi, la question, elle n'est pas vers les corps intermédiaires. Elle est, mesdames et messieurs, vous et nous, on va laisser faire ça ? On va laisser faire ça ? On va laisser cette société ressembler à l'Assemblée nationale d'hier ou avant-hier ? Où les gens sont là pour éructer, pour hurler, pour ne penser qu'à leurs pommes, et de préférence pour défendre leurs égoïsmes de classe. Donc je dis les corps intermédiaires, bien sûr, mais pour moi, et je me trompe peut-être, ce n'est pas la question du jour. La question vitale du jour, c'est est-ce que nous sommes les uns et les autres en capacité et en volonté d'arrêter les conneries, de se dire que nous vivons en société, que notre liberté, elle doit être défendue, ça a été dit, et ce que vous avez vécu les uns et les autres le montre, et qu'on retrouve les moyens d'avoir une société qui fonctionne de manière normale et qui, notamment, bénéficie de corps intermédiaires, ou les jeunes, parce que les jeunes ont beaucoup de choses à nous dire. Et ils sont peu dans les associations classiques ou dans les syndicats. Ils sont notamment dans des collectifs, ils ont d'autres formes d'engagement. Le truc de dire les jeunes, ça ne les intéresse pas l'engagement, ça c'est des trucs de vieux, ça. C'est pas vrai. Ils ont leur façon de vivre les choses et puis nous on a des trucs à leur dire aussi. Mais encore une fois, c'est pas en disant Monsieur Macron parlait aux corps intermédiaires que ça va régler la question. Enfin, je pense. Merci beaucoup, Édouard. Simplement en complément de ce que vient de dire Pascal, évidemment, même si c'est peut-être pas la question d'aujourd'hui, mais c'est quand même une question importante, les corps intermédiaires. Et effectivement, pour répondre à votre question, madame, et je rebondis sur ce qui a été dit, oui, les jeunes s'engagent. Oui, les jeunes s'engagent. En tout cas, dans le monde syndical, lorsque des jeunes sont embauchés dans les entreprises, on a des jeunes qui s'engagent syndicalement, qui se présentent aux élections professionnelles, qui prennent des engagements, etc., etc. Dans les associations, on n'a jamais eu autant d'associations en France qu'en ce moment. Je crois que c'est 1 million d'associations, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, effectivement, d'un lieu, d'un espace public de débat, d'échange, etc. Et les jeunes. Et puis, pour simplement imager mon propos, regardez ce qui s'est passé dernièrement avec les Uber, ceux qui livrent la nourriture à vélo. C'est quoi? C'est pas des quinquagénaires, c'est pas des sexagénaires, c'est tous des jeunes. Ils se sont battus pour pouvoir s'organiser en syndicat, pour pouvoir être reconnus.
Donc ça veut dire que quand les jeunes, effectivement, voient qu'il y a un danger, ils savent s'engager, ils savent prendre leurs responsabilités. Puis simplement, je voulais rebondir aussi, parce que tout à l'heure, je dis, il faut que je le dise, mais là, ça me revient. C'est vrai que là, je plaide pour ma paroisse en tant que syndicaliste, ou en tout cas ex-syndicaliste. Ex-paroisse, le monde syndical est souvent décrié, et ça c'est vraiment les faux culs lèvent les doigts, et souvent ce sont les élus politiques qui disent regardez les syndicats, ils ne représentent rien à part eux-mêmes, c'est le pays le moins syndiqué de l'OCDE. Mais le plus petit syndicat français a plus d'adhérents que le plus grand parti politique français. Donc si on ne mesure la représentativité des syndicats qu'au nombre d'adhérents, les partis politiques peuvent aller jouer dans leur bac à sable, hein. Parce que le plus petit syndicat a plus d'adhérents que le plus grand parti politique. Parce que les délégués du personnel, ils ne tombent pas du ciel. Ils sont aussi élus par les salariés. Et le taux de participation aux élections professionnelles, je peux vous assurer que c'est à faire pâlir de rougir n'importe quelle démocratie. C'est entre 70 et 80% de taux de participation. Aux dernières élections, j'oublie le nom de la boîte là, qui vient d'avoir lieu, là, ici, à l'usine à Rail, mois de décembre l'année dernière, Sogerail, enfin l'ex-Sogerail, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, Sarchtal maintenant, oui. 91% de taux de participation aux élections professionnelles. Voilà, simplement, je voulais mettre ça en perspective parce que je suis fatigué d'entendre ces élus tirer sur les organisations syndicales, sous-entendu que nous ne sommes pas assez représentatifs parce que nous n'avons pas beaucoup d'adhérents. On en a plus qu'eux. Et je crois que l'actualité, avant de vous passer la parole, l'actualité nous a montré malgré tout que le fait d'avoir un mouvement organisé ces dernières semaines sur le dossier des retraites a permis aussi de montrer et de convaincre les gens de se mobiliser bien au-delà des simples syndicats. C'était une parenthèse. Geneviève. Oui, et justement, si on prend ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid, et notamment pendant le confinement, on a vu comment les gens se sont organisés. Ils se sont organisés au niveau de leur quartier, parfois au niveau de leur immeuble. On voit, quand vous parlez d'1 million d'associations, la grande difficulté, moi je dirais, c'est que déjà on regarde ce qui se passe en France, et je dirais deux mots sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais on voit, les gens s'organisent, mais par petits groupes. C'est presque les voisins, c'est quelque chose. Or, la difficulté, et là on l'a vu avec l'Union des syndicats, c'est que face à l'État, si c'est tellement fragmenté, on n'arrive pas à faire bouger les choses dans ses racines, c'est-à-dire qu'on va continuer. C'est un peu comme, vous savez, quand on nous montre les crues du Mississippi, chacun qui met ses sacs de sable en espérant que ça ne va pas rentrer dans son jardin. Or, c'est le système qu'il faut changer. On a besoin de changer le système. Et le système, si c'est fragmenté, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement de grands syndicats, de grandes associations. Moi, j'étais en milieu associatif et j'ai décidé d'être élue. Non pas parce que j'avais envie d'être élue, parce que je me suis rendu compte aussi qu'on est de moins en moins entendu par le politique, parce qu'on nous oppose toujours la réalité, le manque de réalisme, etc. Et moi, je me bats en tant qu'élue pour faire entendre cette voix, pour amener les droits humains dans les décisions du politique. Et c'est extrêmement dur. Et je finirai juste par dire... Je regarde ce qui se passe dans le monde, pas simplement en Amérique latine, mais on voit ce qui se passe en Iran, on a vu ce qui s'était passé au Liban, voilà, à Hong Kong, etc. Au jour d'aujourd'hui, les mouvements sont portés, vous posiez la question des jeunes, madame, ces mouvements sont portés par les femmes, par les jeunes, par les personnes LGBT, par les minorités. Par exemple, en Iran, c'est les Baloutches et les Kurdes. Mais au Chili, en 2019, pendant les stagiaires sociales, c'était les Mapuches, mais c'était aussi tous les peuples autochtones. La grosse difficulté, et ils les portent parce qu'ils ont des aspirations, ils se battent pour ces aspirations, et c'est vrai qu'ils ne croient plus dans les promesses des partis politiques parce qu'ils y voient des idéologies, et eux ont toujours été écartés. On leur a toujours dit, on va faire la révolution, après on s'occupera de vous, des femmes, des jeunes, etc., et c'est jamais venu. Or, la grande difficulté, c'est que ces mouvements s'épuisent à un moment donné parce qu'ils ne sont pas structurés. Et c'est là aussi où il y a une véritable réflexion à avoir. Moi, je l'ai vu là. Bon, certes, ça peut amener des changements, mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Iran, avec le nombre de morts, etc., ils sont en train de s'épuiser. Et c'est là où il faut penser, je ne dis pas que
il faut tout recadrer. Mais à un moment donné, pour pouvoir je dirais, avoir un effet de levier et changer réellement les choses, il faut qu'il puisse y avoir des associations, des syndicats, des relais qui puissent porter et fédérer pour le changement. C'est ce qui s'est passé avec l'intersyndicale. S'il n'y avait pas eu l'intersyndicale, je ne dis pas où on en serait aujourd'hui. Voilà. Je crois que ça peut être, merci beaucoup, une excellente conclusion, à moins qu'il y ait encore peut-être une question ou l'autre par ici. Je ne vois pas de doigt se lever. Jean-Louis, est-ce que tu voulais prendre la parole ou comment ? Non, mais peut-être lui donner le micro pour terminer. Juste avant, je voulais demander à la régie s'ils pouvaient peut-être mettre sur l'écran, je leur ai fait une petite demande personnelle, et voilà, ça viendra après. Peut-être. Je t'en prie, Jean-Louis. Oui, moi, très rapidement. Hein. Ce qui a été évoqué là, c'est en fait aussi le travail commun entre les associations, les ONG, les syndicats. Je pense au Venezuela, hein, le travail que tu as fait, Geneviève, avec le syndicat Asie au Venezuela, et qui a été très concret, où les choses se structurent un peu. Moi, je témoigne aussi par rapport à la Tunisie. Je dis que si en Tunisie, il n'y avait pas eu l'UGTT, ça aurait été une guerre civile. C'est parce que l'UGTT était très organisé dans toutes les... C'est le syndicat principal en Tunisie. C'est parce que l'UGTT était organisé dans tous les territoires, beaucoup moins que dans les grandes villes de Tunis et compagnie, qu'il n'y a pas eu de guerre civile ou d'affrontement. L'UGTT, d'ailleurs, je rappelle que il y a 4 organisations tunisiennes qui ont obtenu le Nobel de la paix cette année-là, autour de la révolution tunisienne. C'est... l'UGTT, le principal syndicat tunisien, le patronat tunisien, parce qu'il a aussi joué le jeu, la Ligue des droits de l'homme et l'association des pénalistes ou des avocats, qui ont tous les 4 été ensemble. Ce qui est une synthèse du sujet d'ailleurs, voilà. On a évoqué aujourd'hui. Tous les 4 ont empêché en fait qu'il y ait une guerre civile et qu'il y ait des solutions. Alors maintenant en Tunisie, c'est de nouveau très, très, très compliqué parce qu'on rebascule dans une forme de dictature. Voilà, donc, moi, ce qui est important, c'est aussi le travail commun qui est fait entre les associations et les syndicats. Puis juste sur les jeunes, c'est une toute petite anecdote. Le 21 mai, je suis invité à Vigy, ici, par une fédération syndicale qui m'annonce qu'il y a 80 jeunes militants de moins de 35 ans qui sont en séminaire pendant 3 jours pour travailler autour donc 80 jeunes sur une fédération professionnelle, c'est en fait la fédération communication culture, ça montre qu'il y a des jeunes. C'est un super indice. Merci beaucoup Jean-Louis pour ton commentaire. Allez-y, les en prie. 30 secondes, une précision, parce que Jean-Louis parlait de la Tunisie. Il faut savoir qu'à GAFSA, d'où est parti le mouvement de la Révolution en 2011, c'est là où il y a les phosphates, c'est une région extrêmement syndiquée, très ouvrière, et c'est la seule région de Tunisie où les islamistes n'ont jamais percé parce que justement il y avait la force syndicale de l'UGTT. Et ça, je pense qu'il faut le signaler aussi. Merci beaucoup. Je voulais juste peut-être qu'on les applaudisse tous les 3 et qu'on les remercie. Voilà, merci Geneviève, merci Édouard, merci Pascal pour ce moment de conversation partagée. Et merci beaucoup. Et je voulais juste, alors comme je suis, et c'est pas un conflit d'intérêt, mais je suis membre de la CFDT journaliste, et on a lancé une campagne de soutien depuis longtemps maintenant, et qui concerne Olivier Dubois. Alors je sais pas si tout le monde connaît Olivier Dubois ici dans la salle, mais c'est un journaliste qui a été enlevé au Mali, qui est toujours entre les mains d'AQMI. Ça a été confirmé d'ailleurs encore récemment par un des responsables d'AQMI il y a quelques jours. Voilà, je voulais juste que vous ayez le portrait d'Olivier en tête pendant quelques minutes. Et je vais aller au-delà même, c'est-à-dire qu'à la CFDT, on a lancé une opération. Alors, j'ai eu l'impression tout à l'heure que Pascal avait un bracelet vert. Il a un bracelet vert, voilà, c'est juste un petit bracelet. Et on a lancé. Moi qui décide, c'est ma fille, ça. Moi, c'est ma fille qui décide de la couleur, c'est pas moi. Voilà. Et donc nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est juste un petit bracelet avec le nom d'Olivier Dubois. Et ce que je vais vous proposer, mais alors évidemment, en venant sur scène, j'ai oublié ça dans mon sac, mais je vais vous proposer à ceux qui le souhaitent de porter ces petits bracelets verts qui signifient une seule chose, qui signifie simplement Olivier, on ne t'oublie pas, parce que donc là, donc c'est 8 avril 2021. Aujourd'hui, ça fait
23 mois qu'il a été enlevé, et je voudrais qu'on ait juste une pensée pour lui. Et en regardant ce bracelet vert, ben voilà, on a au quotidien une pensée pour Olivier. Voilà, merci beaucoup. Merci encore à vous.